L'air de Varsovie n'a jamais été aussi lourd. Nous sommes en 1940, et la ville, autrefois vibrante de vie et de culture, est maintenant étouffée sous la botte de l'occupation nazie. Mais pire encore, au cœur de cette capitale polonaise, une monstruosité s'est érigée, le ghetto de Varsovie. Un quartier entier, bouclé par des murs de briques et de barbelés, où plus de 400 000 juifs sont entassés, affamés, malades, et surtout, condamnés. Jour après jour, la vie y devient une lutte désespérée, une attente angoissante de l'inévitable. Et au milieu de ce chaos organisé, une femme. Une femme ordinaire, Irena Sandlé, mais dont l'âme était forgée d'un courage extraordinaire. Son histoire n'est pas seulement celle d'une résistance, c'est celle d'une rébellion acharnée contre l'inhumanité, un hymne à la persévérance et à l'amour. Une histoire qui vous fera croire en l'incroyable pouvoir d'une seule personne pour changer le cours de l'histoire. Rentrons dans le vif de cette épopée méconnue. Irena Sandlé n'était pas une espionne, ni une soldate. C'était une travailleuse sociale. Avant la guerre, elle consacrait sa vie à aider les plus démunis, les oubliés de la société. Et cette vocation, loin de s'éteindre sous l'horreur nazie, s'est transformée en un phare dans la nuit la plus sombre. En 1940, alors que les murs du ghetto se refermaient, Irena, polonaise catholique, a eu une idée audacieuse, presque folle. Grâce à son poste aux services sociaux de la ville de Varsovie, elle a obtenu un laissez-passer pour entrer dans le ghetto. Son prétexte ? Inspecter les conditions sanitaires, lutter contre les épidémies. Un prétexte fallacieux qui lui donnait accès au cœur de l'enfer, où elle a vu de ses propres yeux ce que personne ne voulait voir, la souffrance insoutenable, la dignité bafouée, et surtout, les enfants. Des milliers d'enfants dont les yeux reflétaient déjà l'ombre de la mort. Ce qu'Irena a vu dans le ghetto l'a profondément transformée. Elle savait que ces enfants n'avaient aucune chance. La faim, la maladie, et surtout les déportations massives vers les camps d'extermination, ne leur laissaient aucun avenir. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés. C'est à ce moment-là qu'est née une idée audacieuse, presque folle, sauver ses enfants, un par un, de l'enfer du ghetto. Elle ne pouvait pas le faire seule. Très vite, elle a commencé à recruter. Des amis, des collègues, des infirmières, des chauffeurs de tramway, des prêtres, des religieuses. Un réseau clandestin, baptisé Zegota, a commencé à prendre forme sous son impulsion. Un réseau hétéroclite, courageux, dont les membres risquaient leur vie à chaque instant, pour un seul but, la survie de ces innocents. Les méthodes qu'ils ont utilisées défient l'imagination. Pensez à l'ingéniosité du désespoir mêlé à un courage sans limite. Les enfants étaient exfiltrés du ghetto par tous les moyens imaginables et inimaginables. Les plus petits, les nourrissons, étaient parfois cachés au fond de boîtes à outils, dans des sacs de linge sale, ou même dans des cercueils vides, oui, des cercueils, sous le nez des gardes nazis qui croyaient transporter des victimes du typhus. Le silence de ces bébés était vital, ils étaient parfois endormis à l'aide de sédatifs pour éviter qu'un cri ne trahisse toute l'opération. Imaginez l'angoisse des parents, le cœur brisé de devoir confier leur enfant à une inconnue, sachant que ce serait peut-être la dernière fois qu'ils le verraient, mais avec l'espoir ténu que ce geste lui offre une chance de survie. Pour les enfants plus âgés, les stratégies étaient différentes, mais tout aussi périlleuses. Certains étaient dissimulés dans des ambulances, sous des civières, les cœurs battant la chamade, recouverts de couvertures ou de faux fonds. D'autres passaient par les égouts, rampant dans l'obscurité fétide, guidés par des membres du réseau, ressortant à l'extérieur des murs du ghetto, des fantômes salés. Tremblants, mais libres. Il y avait aussi les tunnels secrets, les passages dissimulés dans les caves des bâtiments mitoyens. Chaque évasion était une opération militaire miniature, nécessitant une planification méticuleuse, une coordination parfaite et une chance incroyable. Irena, avec une détermination inébranlable, supervisait chaque détail. Mais elle savait que sauver les enfants du ghetto n'était que la première étape. L'étape suivante, tout aussi cruciale, était de leur donner une nouvelle identité, une nouvelle famille, et un semblant de normalité. Les enfants étaient placés dans des orphelinats catholiques, des couvents, ou chez des familles d'accueil polonaises, qui, malgré le risque d'exécution si elles étaient découvertes, ouvraient leurs portes et leurs cœurs. Pour beaucoup d'entre eux, il fallait apprendre à vivre sous un nouveau nom, une nouvelle religion, à oublier leur passé pour survivre. Et c'est là qu'intervient l'un des aspects les plus poignants de l'histoire d'Irena. Elle n'a jamais oublié les vraies identités de ses enfants. Elle avait une vision au-delà de la guerre, l'espoir, fragile mais tenace, qu'un jour ses enfants pourraient retrouver leur famille, leurs racines. Alors, avec une discipline rigoureuse, elle a tenu des registres méticuleux. Elle notait le nom original de l'enfant, sa date de naissance, le nom de ses parents, et l'adresse de sa nouvelle famille d'accueil. Ces informations étaient consignées sur de fines feuilles de papier, qu'elle cachait ensuite dans des bocaux en verre. Ces bocaux, tels des capsules temporelles d'espoir, étaient soigneusement enterrés sous un pommier dans le jardin d'une amie, ou parfois sous les pavés. Chaque pot était un témoignage, une promesse pour l'avenir.
Imaginez la pression, le danger constant. Chaque jour, Irena et son réseau défiaient la Gestapo, les milices nazies, les délateurs. Le simple fait d'aider un juif était passible de mort, et pas seulement pour la personne qui aidait, mais pour toute sa famille. Pourtant, ils ont continué, poussés par une conviction inébranlable dans la valeur de chaque vie humaine. Irena elle-même a frôlé la mort à plusieurs reprises. En 1943, l'impensable se produit. La Gestapo, alertée par un traître, arrête Irena Sandlé. Elle est emprisonnée et soumise à des interrogatoires brutaux, à la torture. Mais Irena n'a jamais cédé. Elle n'a jamais révélé le nom de ses complices, ni l'emplacement des enfants sauvés, ni celui de ses précieux registres. Son silence héroïque a protégé des centaines de vies. Condamnée à mort, elle est miraculeuse sauvée in extremis par ses amis de Zégotha. En versant des pots de vin à des gardes corrompus, ils parviennent à la faire évader la veille de son exécution. Elle doit alors vivre dans la clandestinité, mais son engagement ne faiblit pas. Elle continue d'œuvrer pour le réseau, même cachée, jusqu'à la fin de la guerre. La guerre a pris fin. L'horreur a cessé. Le ghetto de Varsovie, comme une cicatrice béante, témoignait de l'indicible. Et c'est alors qu'Irena, épuisée mais l'âme intacte, a accompli sa dernière et plus touchante mission. Elle a déterré ses bocaux. Elle a parcouru les listes, tentant de retrouver les parents survivants, si peu nombreux, et de réunir les enfants avec leur famille biologique. Pour ceux qui avaient perdu tout le monde, elle est restée une mère de substitution, une figure protectrice, s'assurant qu'ils reçoivent l'aide dont ils avaient besoin pour reconstruire leur vie. Au total, Irena Sandlé et son réseau ont sauvé environ 2500 enfants juifs de l'Holocauste. 2500 vies. Pensez à ce nombre. C'est plus que le nombre de personnes sauvées par Oskar Schindler. Ce n'est pas seulement un chiffre, c'est 2500 destins arrachés aux mâchoires de la mort, 2500 âmes qui ont eu la chance de vivre, d'aimer, de fonder des familles, et de perpétuer la mémoire de ceux qui n'ont pas survécu. Pourtant, pendant des décennies, son histoire est restée largement méconnue. Irena elle-même, avec une humilité désarmante, a toujours dit qu'elle n'avait rien fait d'exceptionnel. « J'aurais pu faire plus », disait-elle. « Chaque enfant sauvé justifie mon existence sur cette terre, et ce n'est pas une gloire, mais une obligation. » Ce n'est qu'à la fin de sa vie, grâce aux efforts d'un groupe d'étudiants américains, que son incroyable héroïsme a été reconnu par le monde entier. Elle a été nominée pour le prix Nobel de la paix, et a reçu de nombreuses distinctions, dont le titre de Juste parmi les nations. Irena Sandlé est décédée en 2008, à l'âge de 98 ans. Mais son héritage, celui de ses 2500 enfants et de leurs descendants, est immortel. Elle nous rappelle qu'au milieu de la barbarie la plus profonde, la flamme de l'humanité ne s'éteint jamais complètement. Elle nous montre que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Son histoire est un puissant rappel que même face à l'oppression la plus écrasante, un individu, armé de compassion et de détermination, peut faire une différence monumentale. Chaque vie compte, chaque geste compte, et chaque histoire comme celle d'Irena est une leçon d'espoir et de résilience pour l'humanité. Son dévouement nous enseigne l'importance de la dignité, de la compassion, et surtout, du courage de faire ce qui est juste, même lorsque le monde entier semble s'écrouler. Quelle histoire inspirante, n'est-ce pas? Si ce récit vous a touché et vous a rappelé le meilleur de l'humanité, alors n'hésitez pas à nous le faire savoir en aimant cette vidéo. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'une dose d'espoir. Et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires positives qui célèbrent le courage, la résilience et l'extraordinaire pouvoir de l'esprit humain.